Salut à tous, bienvenue sur Iggy TV. On est reparti pour une preview codex avec le codex Genestealer Cult. C'est vrai que ça fait un moment que je n'avais pas fait de review codex, mais ça fait déjà un petit moment qu'il n'y avait pas eu de nouveau codex. Et puis oui, je sais, je dois faire le fluff du codex Orc, mais ça arrivera plus tard. Peut-être même plus tard que le codex Genestealer. Voilà. Alors, on y va. Donc toujours pareil, petite présentation assez succincte un petit peu de toutes les unités. Je vais pas trop m'attarder dessus. Le fluff, c'est pareil, comme je vous dis, je vais essayer de faire une vidéo spéciale. Donc du coup, je vais pas m'y attarder. Mais par contre, j'ai quand même envie de vous faire la présentation globale hein, du codex pour que vous ayez en fait toutes les pages. Alors Genestealer Cult, on retrouve toujours ce design. Hein. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a un petit côté corne. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, moi, avec le côté les crânes, le sang, ça me donne un petit côté corne. Voilà, on continue. Alors on va se retrouver avec un codex de 120 pages, c'est un peu plus petit que ce qu'on peut avoir, mais en même temps c'est une armée qui est aussi plus jeune, donc c'est aussi logique qu'il y ait un petit peu moins de choses à présenter. D'ailleurs l'historique est assez, j'allais dire assez simple, c'est vrai qu'il est assez simple par rapport à d'autres factions, il y a un petit peu moins de vécu, donc du coup c'est tout à fait plus facile aussi à synthétiser. Alors au niveau de l'illustration, plutôt sympathique, j'aime bien ce côté un petit peu, toujours le côté un petit peu mécanique, enfin là ça me fait penser quand même un petit peu à Space Hulk. Quand on voit que ça, en fait, on pourrait peut-être penser à Space Hulk avec le Genestealer, même si là c'est un patriarche, le côté un petit peu industriel. Alors là, contre le culte Mechanicus, je pense que la volonté aussi c'est de mettre un petit peu en avant le culte Mechanicus pour en faire une vraie armée de l'Imperium. Parce que comme ça, ça booste, hein, on voit un peu les deux armées qui sont arrivées récemment, on va dire, et puis du coup qui se battent l'une contre l'autre, donc elles s'auto-émulent en fait. Donc voilà, le fluff, je vais aller très très vite, hein, mais en gros le principe des cultes stealers, c'est que y a un Genestealer qui arrive sur une planète, hein, il va infester des êtres humains, et puis au fur et à mesure, il va créer des générations d'hybrides, donc c'est-à-dire ces petits enfants en fait qui seront et à la fois tyrannides et à la fois humains, à l'occurrence, même si il peut aussi inculquer en fait sa souche à d'autres espèces, hein, pas que les humains, donc ce qui est assez logique, hein, il n'y a aucune raison pour laquelle les tyrannides seraient spécialisés contre les humains. Et on vous explique aussi, ça je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo sur le fluff, que justement il y a des espèces qui répondent plus ou moins bien, et en l'occurrence l'humanité c'est l'espèce qui répond le mieux. Voilà, parce que c'est une race qui a faculté à voyager très loin et à toujours avancer quels que soient les dangers. En fait, en gros, on est assez stupide pour pas se rendre compte des problèmes, mais assez courageux pour quand même continuer à avancer. Voilà. Donc du coup, bien sûr, après, l'idée c'est quand la flotte ruche des tyrannides arrive sur la planète, eh bien le culte en fait se révèle, et puis tout simplement, voilà, hein, les défenseurs loyaux sont pris entre le marteau et l'enclume, parce que ce qui semblait être des forces loyales, du coup, se retournent contre l'Imperium, et puis voilà. Mais malgré tout, la fin est toujours la même, quelle que soit la provenance de la biomasse, les tyrannides ingèrent tout. Donc voilà, ça j'en reparlerai aussi, c'est assez sympathique. Alors là du coup, je passe un petit peu, mais on a les différentes sous-factions, on va dire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du culte Stealer, suivant le patriarche qui a mis en place le culte, il y a des façons de se développer, des doctrines qui vont être un petit peu différentes les unes des autres. Donc voilà, ça j'y reviendrai aussi un peu plus tard. Là on va plus faire une vidéo vraiment de vision globale du codex. Donc voilà, ça c'est je crois qu'ils sont 6, les 6 factions vraiment dominantes. Après vous avez 6 factions on va dire secondaires, avec à chaque fois un petit historique, le petit symbole, qui est à chaque fois bien trouvé. J'aime bien ce petit principe de symbole. Alors la carte galactique, qu'on commence à avoir l'habitude de voir, hein. Alors là, elle est un petit peu fouillie parce qu'on voit... alors je pense que c'est peut-être fait exprès, mais la cicatrice Maledictum, c'est pas quelque chose qui prend le pas en fait sur le reste. Et c'est vrai que comme
Les Tyrannides n'ont pas une... Enfin, je veux dire, ils sont pas plus enclins que ça à aller vers le chaos. Enfin, évidemment, ils iront pas vers le chaos, mais comme c'est peut-être pas quelque chose pour eux qui est si menaçant, c'est pas la menace ultime, peut-être que c'est pour ça que cette carte, elle est un petit peu, vous voyez, dans les 3 tons. On a le jaune pour ce que j'imagine être l'infestation, le côté bleu pour la voie lactée, et puis le côté rouge pour la cicatrice malictum. Et c'est vrai que c'est pas ce qui ressort le plus. Donc je pense que c'est voulu. Ou alors peut-être pas, mais en tout cas moi je l'interprète comme ça. Donc ça tombe plutôt bien. Et après on peut voir aussi qu'il y a déjà pas mal de zones d'infestation, hein, même près de Terra et Mars. Donc voilà, chaud. Alors là, vous voyez maintenant, on a changé un peu de présentation. On n'a plus le cycle avec les années comme c'était avant, genre 441, M40, etc. Là maintenant, on est sur des zones majeures, c'est-à-dire M40, M41. Et comme en fait, maintenant, il n'y a plus de datation exacte depuis l'ouverture de la cicatrice malictum, en fait, c'est ça, le calendrier impérial a plus lieu d'être parce que le temps s'écoule de façon différente à certains endroits de l'impérium. Et bien du coup, on laisse tomber un petit peu ce côté-là. Donc on va avoir aussi la différentes petites histoires. Alors ça se passe toujours mal, hein. En gros, la plupart des petites histoires, c'est il y a un tyrannide qui arrive, un Genie Stealer, il l'infecte, on purge avec la Death Watch, et puis au final, il en reste un seul, et quelques années plus tard, la planète tombe. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on trouve à chaque fois. Alors toujours le Sign of Damnation, ça vous savez, c'est comment ça s'appelle, le Space Hulk, bien sûr, le Space Hulk, celui que vous avez dans le jeu Space Hulk, donc qui est toujours là. Donc c'est une des seules fois justement où ça se passe bien. Et on avance un petit peu. Il y a un petit passage que j'aime bien, mais je vous en reparlerai plus tard. Alors voilà, toujours les deux adversaires, le culte Mechanicus et puis le culte Stealer. Toujours pareil, là on va vous présenter en fait les unités. Donc le patriarche qui a bien évolué par rapport à ce qu'on avait pu connaître dans les premières versions avec le patriarche plutôt mafiosi là. Si vous connaissez la figurine, je vais essayer de la retrouver rapidos. Vous voyez, c'est une figurine sur son trône. Il y avait une limousine, il y avait ce côté mafieux, un peu vraiment secte, comme on peut l'entendre maintenant. Là maintenant on est plus sur vraiment un combattant qui va guider en fait ses ouailles, mais moins paternellement, on va dire, vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Alors ensuite, le Magus, avec une figurine très très réussie, qu'on va retrouver un petit peu plus loin. Voilà, donc là on va vous introduire tous les nouveaux personnages. Mon Primus qui était déjà, Icon Ward aussi. Par contre, voilà, Clamavus, Locus, qui sont des personnages spécialisés et qui apparaissent au fur et à mesure des cycles de gestation en fait des hybrides. Voilà, suivant les besoins, ils ont chacun en fait leur talent, leur petite particularité. Le Sanctus que j'aime bien avec ce petit côté, côté Splinter Cell quand même, hein, ça on peut pas le cacher. Voilà, le côté infiltration. Le Kellermorph qui lui, alors sur la figurine là, on le voit un petit peu moins, mais qui a ce petit côté Clint Eastwood un petit peu là, sur le côté pistolero évidemment, avec la cape. Le Nexus, celui qui s'occupe de gérer un petit peu les actions stratégiques. Voilà, le Biophagus. Bon, lui évidemment il va s'occuper de tout ce qui est plutôt amélioration du côté biologique. Voilà. Alors les acolytes, les hybrides, ça on connaît. Ça, c'est les premières générations, une fois que les humains ont été infectés. Les néophytes hybrides, ça, c'est les 3e et 4e générations, donc qui vont ressembler globalement à des humains, hein, qui peuvent passer en fait dans le mix de l'impérium, bon, pour des humains tout à fait classiques. Et puis enfin, bien sûr, les Genie Stealer, parce que ce qui est assez original, c'est que une fois que les néophytes de 5e génération font des enfants, ça donne des Genie Stealer pur sang, pure strain. Voilà, clac, et puis le cycle reprend. Alors après, bien sûr, les petites évolutions, on a les aberrantes et l'abominante. L'abominante, c'est une sorte de super aberration. On peut en faire son chef. Alors, une nouveauté aussi du codex, voilà, les Atalan Jackal. Donc ça, c'est tout le côté un petit peu à la Mad Max qui va vous parler. Donc les gangers à moto avec des quads. Ça c'est vraiment sympa comme injonction. Les motos en plus ont une bonne tête. On va les voir, hein, si vous les avez pas déjà vus, on va pouvoir les revoir dans les pages du codex. Alors le Ridge Runner, donc qui est une sorte de buggy, hein, tout simplement. Alors il n'a pas un look en l'A3 la Mad Max par contre, mais bon, il ne donnerait pas quand même, hein. Après le Goliath qu'on connaît avec ses deux versions, avec ou pas la grosse lame
devant. Alors ensuite, alors le Néophyte Régiment, ça c'est quoi? C'est, vous avez la particularité quand vous allez jouer Cult Stealer de pouvoir utiliser en fait toutes les unités de l'Astra Militarum. Donc voilà, avec des unités vraiment spécifiques, Chimère, Sentinelle, les Manrus. Et puis, vous avez le droit de vous allier aussi, ça on le verra un petit peu dans les règles, mais vous avez le droit de vous allier bien sûr avec un détachement Astra Militarum, donc vous allez pouvoir jouer d'autres choses, faire de belles petites conversions. Alors voilà, on arrive sur les figues, vous voyez, la Magus, qui est très jolie, qui moi me fait penser à une des gardiennes dans Black Panther, si vous avez vu le film. Vous la peignez un petit peu plus foncée, et puis il y a ce côté-là avec la lance, la robe qui descend comme ça, le crâne rasé évidemment. Enfin, quand je l'avais vu là, je me dis, bah tiens, ça me fait penser à quelque chose, et voilà, c'était à ça. Donc voilà, le Primus, ça qui est une figurine un petit peu plus ancienne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des figurines qui ont un look vraiment très très travaillé, très très détaillé. Et alors, autant c'est génial, autant, moi j'avoue que c'est ce qui m'a un petit peu empêché de me lancer à un moment donné dans l'armée. C'est vrai que quand c'est sorti, je me suis dit, bah attends, j'ai la garde impériale, enfin de l'Astra Militarum, j'ai du Tyrannide, le Culte Stealer, ça serait parfait. Sauf que le problème, c'est que les figurines, elles sont tellement détaillées que je me suis dit, voilà, à peindre, c'est chaud, quoi. Et puis c'est la faute de Largue aussi. Largue, il a une armée qui est vraiment exceptionnelle. Je pense qu'au monde, c'est une des plus belles armées de Cult Stealer. Et quand il traîne pas loin, bah du coup, on peut pas s'empêcher de se comparer. Et puis tu fais waouh, jamais j'atteindrai ce level-là. Donc du coup, bah voilà. C'est toi un salaud, tu m'as dégoûté de. Tu m'as dégoûté du Cult Stealer. Mais si vous cherchez un petit peu, il est sur le blog d'Écouse. D'ailleurs, je vous invite à aller aussi sur le blog d'Écouse. Si vous aimez les belles figurines, les belles conversions, là, vous trouverez vraiment votre bonheur. Et puis, voilà, il y a des magnifiques. Ah oui, les figurines, elles sont splendides. Mais à peindre, il y a quand même pas mal de choses à faire. Vous avez et de la peau avec des teintes un petit peu différentes, des armes assez travaillées malgré tout, la tenue qui est en 2 parties, même voire 3 un petit peu, entre un petit peu des lanières et tout. Et c'est vrai que moi, ça m'avait un petit peu découragé. Je me suis dit, ouais, non, c'est un petit peu trop compliqué. Ça va être un petit peu compliqué à peindre, donc je m'étais arrêté. Puis voilà, maintenant, j'ai plus trop le temps de me relancer dans une armée de 40 000, mais c'est quand même attrayant comme faction. Voilà, surtout avec ces nouveautés-là. Hein. Vous voyez là, les motos, là, on les revoit un petit peu. Alors, on les voit pas un petit peu de côté, c'est vrai qu'on les voit toujours un petit peu de face, à peine de 3/4, mais elles ont vraiment un look qui fait moto, cross, un petit peu SF, un petit peu blindé, sans tomber dans de l'impérium pur avec des trucs gothiques comme on peut avoir l'habitude. Ça peut passer pour d'autres jeux. Hein. Si vous voulez faire des gangers à moto, s'il y a des jeux qui existent, je sais qu'il y a un jeu qui existe à échelle 28 mm comme ça avec des gangers, ça à mon avis c'est must-have. Hein. Donc voilà, après le Red Runner, voilà, qui a un look qui veut rappeler évidemment alors je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, enfin celui qui est juste derrière pour retrouver un petit peu la visière. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors certes c'est cool de lier les figurines entre elles, par contre c'est vrai que cette petite partie là, ça aurait mérité peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Alors on comprend que les 2 figurines sont liées et puis ça tient la route, mais des fois il n'y a pas forcément besoin, je pense, de les lier. Enfin c'est vrai que cette petite partie avec cette visière, c'est pas ce que je préfère. C'est un Goliath, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà. Ah, là on le voit de côté, donc ça c'est le Jackal Alphus, c'est un personnage que vous pouvez jouer en tant que QG, si vous voulez vraiment orienter votre liste d'armées sur un gang de motards, c'est possible. Je pense même qu'il y a moyen peut-être de se la jouer genre... j'oublie trop mes mots. Bien sûr, un gang de motards, la série américaine que vous connaissez tous, Son of Anarchy, évidemment, voilà, vous l'aviez sur le bout de la langue. Je pense qu'il y a moyen de faire une armée à thème, Son of Anarchy, basée sur le Cult Stealer, en jouant beaucoup de motos. Ça peut voilà, c'est une petite idée comme ça. Donc là, on voit toutes les figurines. Alors celle-ci, je pense que vous le savez, mais le Nexus, en fait, sa table ici, quand vous regardez ces bâtiments-là, c'est ni plus ni moins que le siège de Games Workshop. Donc à Lenton, avec le Warhammer World, ici le Rhino, voilà, là les locaux commerciaux, l'endroit où ils sculptent, ici, là, juste ici, là. Donc c'est assez amusant. Ça, je pense, c'est la statue maintenant c'est là j'oublie tous mes mots, c'est enfin vous voyez le Space Marine du passé d'Age of Sigmar, je sais plus. C'est fou ça, tous ces mots qui s'en vont. Mais c'est que je fais un peu en speed, hein, vous le voyez, parce que en gros j'ai un petit créneau, enfin voilà. Donc là, les figurines assez nouvelles qui n'étaient pas disponibles à l'achat séparément, qui maintenant vont l'être, qui sont assez jolies, assez réussies quand même.
Mais vous voyez, c'est pareil, là la peinture, ça tue. Mais pour essayer de le refaire, c'est un petit peu... C'est vrai que moi, ça m'a un petit peu stoppé, vous voyez, pour faire ces beaux effets brillants là sur les bras et tout. Mais bon, je sais que ça devrait pas... C'est un mauvais conseil que je vous dis, enfin c'est pas un conseil, mais c'est... Suivez pas mon exemple, hein, lancez-vous dans l'armée. Vaut mieux peindre simplement que vouloir chercher, comme moi, peut-être à essayer d'atteindre un level qu'on n'a plus le temps ou les capacités d'obtenir, et puis de ne pas faire l'armée tout simplement. C'est un petit peu dommage de se priver, mais bon. Donc voilà, comment vous pouvez orienter aussi un petit peu vos armées, soit vraiment du piéton, soit un petit peu de l'élite transportée, ou alors justement ce que je vous disais, le côté un petit peu véhicule, un petit peu nomade. Et il y a justement une faction qui s'appelle les nomades. Et voilà après comment faire évoluer voilà, son armée avec tout le bloc de l'Astra Militarum qui vient se rajouter. On va avancer. Alors, les règles spéciales. Donc du coup, au niveau des règles spéciales, vous avez la loyauté aveugle. Loyauté aveugle, donc à chaque jet de sauvegarde raté pour une figurine, le personnage culte, et chaque fois qu'une figurine de personnage culte subit une blessure mortelle, avant d'infliger les dégâts, vérifiez si le personnage se trouve à 3 pouces ou moins d'une unité Brood Brother ou culte, avec cette aptitude. Si c'est le cas, vous jetez un dé, et sur un 4+, vous retirez une figurine adverse. Et ça, c'est carrément bien pour protéger vos personnages, parce que bien évidemment, tant que vous avez un petit cordon, déjà le gars, il peut quand même faire sa sauvegarde, même sauvegarde invulnérable. S'il s'est pris une blessure mortelle, malgré tout, on peut quand même le tenter. Sur un 4+, c'est un petit papin qui va partir, ce qui est plutôt sympa. Voilà. Et ensuite, l'embuscade du cul, donc ça c'est le mode de déploiement. Alors, avec le codex, vous avez une planche avec une réglette qui fait 9, qui est là pour mesurer justement quand vous arrivez, que vous êtes bien à 9 pouces de l'adversaire. Donc ça c'est plutôt sympa, hein. Vous mettez votre réglette comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, donc c'est plutôt une bonne trouvaille. D'ailleurs elle est assez sympathique, où on voit les spores qui arrivent sur la cité ruche. Et puis après vous avez des pions d'embuscade. Et ces pions d'embuscade, c'est-à-dire qu'à la place de déployer une de vos unités, vous pouvez dire bah tiens, elle je la mets cachée, donc je mets un pion d'embuscade, et l'adversaire va penser bien sûr que cette unité va être attachée au pion embuscade, mais en fait non, parce que une fois que vous avez mis par exemple 5 pions embuscade, quand ça va être à vous de jouer, alors si vous commencez à jouer, vous devez les révéler, hein, vous ne pouvez pas avoir vos pions qui vont rester cachés, mais vous pouvez choisir quelle unité va aller à quel pion d'embuscade. Même si quand vous vous déployez, vous dites, là je vais déployer par exemple, je sais pas, mon Lehman Russ, là, tac, et puis du coup, hop, c'est un pion embuscade, voilà. Après, vous pouvez changer et dire, voilà, mon Lehman Russ, en fait, hop, il est là sur le côté. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Ça donne un petit peu ce petit côté embuscade qu'on pouvait avoir justement, ce qui est emblématique de l'armée, sans être un petit peu trop aléatoire, peut-être comme ce qu'il y avait un petit peu avant. Je pense que c'est plus équilibré, globalement, par rapport à la version qu'on avait avant. Donc voilà, hop. Passe. Alors le patriarche bien sûr, alors je ne vais pas vous détailler, vous avez l'habitude, si vous avez déjà vu les vidéos de codex, je ne vais pas vous détailler chaque entrée parce que ce serait beaucoup trop long, donc du coup je fais comme ça, je pioche un petit peu au feeling en fonction de ce qui me plaît. Donc voilà, le patriarche, donc voilà, mouvement 8, c'est 2+, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont à 2+, hein, chez le Genestealer Cult, donc c'est pas mal. Force 6 endurance 5, les 6 points de vie, les 6 attaques commandement 10 et la sauvegarde à 4+. Alors qu'est-ce qu'il va avoir? Des serres perforantes, donc force 6, PA-3, dommage 3, et vous pouvez relancer les jets de blessures ratés. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal, parce que comme il touche sur 2+, et après force 6, en général ça fait du 3, voire du 2, comme on peut relancer sur ces 6 attaques, il y a quand même moyen de faire pas mal de dommages. Et puis le petit bonus, c'est que chaque jet de blessure de 6 avec cette arme est résolu avec une PA de -6 et dégâts de 3 automatiques. Voilà, donc -6, autant dire qu'il n'y aura jamais de sauvegarde. Et donc voilà, donc plutôt bien sûr, évidemment, unité de corps à corps, mais avec quand même des auras. Alors, télépathie du couvain, ajoutez 1 au jet de touche à la phase de combat pour les attaques des unités de Genestealer Cult à 6 pouces ou moins d'une figurine de patriarche. Donc comme ça, vous ne l'envoyez pas tout seul, bien sûr, vous l'envoyez avec, si possible, plusieurs unités. Et comme du coup, il ne peut pas se faire cibler parce qu'il a moins de 10 points de vie, il y a la règle justement où la loyauté aveugle, les autres peuvent prendre des points de vie à sa place, il y a quand même de bonnes chances de pouvoir l'envoyer au corps à corps. Voilà. Ensuite, idole vivant, donc les unités réussissent automatiquement les tests de morale tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins d'une figurine de patriarche. C'est plutôt pratique. Comme ça évite que l'adversaire justement compte sur le moral pour justement vous affaiblir. Après, vous avez une sauvegarde invulnérable de 5+, hein, heureusement, parce que les Genestealer long, donc si lui l'avait pas, ce serait un petit peu abusé. Ensuite, bien sûr, vif et mortel. Cette unité peut charger même si elle a avancé à ce tour.
Comme les génies hurlants aussi, ça aurait été abusé, vous avez compris. Mais du coup, ça le rend très fort, parce que du coup, 8 plus potentiellement D6 plus la charge, il y a quand même moyen qu'il puisse porter le combat assez rapidement chez l'adversaire. Donc voilà, plutôt sympathique. Et puis les petits familiers qui peuvent aussi être là pour lui faire gagner des petites blessures. Et alors, leur bonus, c'est à la phase psychique. Vous avez la possibilité d'avoir un pouvoir supplémentaire. Voilà. Parce que bien sûr, c'est un psycheur, donc il peut tenter de manifester un pouvoir à chaque phase et tenter d'abjurer un pouvoir à chaque phase aussi. Et bien sûr, vous avez le châtiment classique, et on verra par la suite les pouvoirs un petit peu psychiques. Donc le Magus, c'est du psycheur, mais version non-combat. Voilà, le Primus, c'est du combat version non-psycheur. Donc voilà, si vous n'avez pas les points pour jouer un patriarche, bah, si c'est le côté psychique, évidemment, le Magus. Alors après, si, il y a quand même des petits bonus, hein, vous voyez, lui, démagogue du culte, ajouter 1 au jet de touche pour les attaques des unités cultes à la phase de combat, tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins d'un Primus ami. Donc sachant que ça, bien sûr, on peut imaginer un gros package où ça se cumule aussi avec le patriarche. Alors ensemble, si vous avez plusieurs Primus, ça va pas se cumuler, hein, parce que c'est au moins un Primus, donc à partir du moment où vous en avez un, ça suffit, 2, ça fera la même chose, ça se cumule pas, mais ça se cumule avec d'autres types de bonus. Alors ensuite, vous verrez qu'il y a pas mal de QG, vous voyez, encore d'autres QG, donc l'acolyte Icon War, donc ça c'est avec la bannière. Alors on va regarder ce que fait sa bannière, tout simplement. Donc vous pouvez relancer les tests de morale ratés pour les figurines amies à 6 pouces ou moins, et relancer les jets de vigueur bestiale de 1 pour les figurines d'aberrants cultes amis, tant que leur unité est à 6 pouces ou moins de cette figurine. Ça peut être plutôt sympathique, si vous jouez justement basé là-dessus, mais je pense que ça peut se jouer, hein, parce que c'est des unités qui sont quand même pas mal. Et le Nexus de dévotion, chaque fois qu'une figurine infanterie ou motard culte, autre qu'un aberrant, à 6 pouces ou moins d'au moins un acolyte, perd un point de vie, jetez un D6 sur 6, elle ne le perd pas. Alors ça va arriver souvent, parce que vous avez une très faible sauvegarde, petite endurance en général, donc du coup, pourquoi pas, pour augmenter un petit peu la survivabilité de ses troupes, c'est plutôt pas mal. L'abominance, c'est la grosse aberration, donc on va regarder ses stats, mouvement 6, CC 3+, c'était 6+, évidemment, force 6, endurance 5, 5 points de vie, attaque 3, commandement 8, sauvegarde 5+. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a griffe de familier, donc ça c'est une petite attaque qui va être bonus, même 2 attaques bonus. Voilà, c'est anecdotique, mais c'est toujours là. Et ensuite, bien sûr, il a le maillet énergétique. Donc là, par contre, ça rigole plus. Force x2, ça fait force 12, plutôt cool. PA-3 et dommage D6. Ça, c'est fort. Et lorsque vous attaquez avec cette arme, soustrayez 1 au jet de touche, évidemment, comme tous les gantelets. Et les jets de dégâts de 1 ou 2 avec cette arme comptent comme ayant obtenu 3. Ce qui veut dire que vous avez de 3 à 6 dommages à chaque fois que vous faites votre blessure. Donc ça, par contre, c'est une bonne sécurité, parce que combien de fois on jette les dés, on fait 1, 2, ouais, super, je t'ai mis 4 touches alors que j'avais 4 D6 à lancer. Là, au moins, vous êtes assuré de faire un minimum de 3, ce qui le rend quand même assez rentable. Donc règle de vigueur bestiale, on peut regarder ça. Donc lorsque les dégâts sont infligés à cette figurine, réduisez de 1 la caractéristique dégâts de l'attaque. Donc en gros, hein, si vous avez des dommages 2 dans la tête, vous en prenez qu'un seul. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut lui permettre, enfin ça va lui permettre de survivre un petit peu mieux, justement s'il se bat contre un autre patron. Et en plus de jeter un DD à chaque fois que cette figurine perd un point de vie, sur 5+, elle ne le perd pas. Donc ça augmente encore un petit peu la survivabilité. Et pour vraiment passer le stade d'après, vous avez chair régénérative. Au début de chacun de vos tours, cette figurine récupère des 3 points de vie perdus. Donc voilà, si vous arrivez à le faire passer un tour, les D3 points de vie ici, ça peut monter. Alors après, par contre, il a que 5 points de vie, ce qui veut dire que sur une attaque un petit peu soutenue, bon, il y a de fortes chances qu'il y passe, mais s'il survit, on sait jamais, hein, ça peut faire la bascule et puis récupérer comme ça ses D3 points de vie, revenir à 5 points de vie, avoir abattu l'adversaire, et puis comme ça pouvoir continuer comme ça. Donc voilà, pourquoi pas. Après, oui, les petits bonus aussi. Donc chaque jet de touche non modifié de 6 à la phase de combat pour les unités aberrantes, mis à 6 pouces ou moins de cette figurine, provoque 2 touches au lieu de une seule. Vous voyez, ça peut vraiment, encore une fois, encourager à le jouer et puis à avoir des aberrantes au moins 2 ou 3 packs à côté. Les figurines sont stylées. Enfin, vous voyez que ça, c'est un style de jeu, moi, qui me branche bien. Et puis, il y a un culte, il y a des cultes qui sont vraiment orientés en plus là-dessus, donc qui boostent la force, qui boostent les attaques, donc voilà. Alors, le Jackal Alphus, on peut le regarder aussi. Figurine de sniper. On peut remarquer que le mec a déjà tué 5 mecs. Et ben, s'il tue que 5 mecs par fusil, il va falloir qu'il change rapidement de fusil. Voilà. Bon, évidemment, ça aurait été plus petit, ça se serait pas vu, mais voilà, je trouvais ça 5, je me dis, ouais, dans l'idée, c'est bien, mais au final... c'est un peu ridicule. Si c'est un méga sniper, le mec, il va tuer 30 mecs.
Alors, mouvement 14, c'est 3, c'était 2+. C'est quand même une CC qui est quand même pas mal. Hein. Bon, ok, certes, c'est un patron, mais bon, c'est quand même pas mal. C'était 2+, ça c'est fort. Parce que bon, ça reste qu'un pimpin à moto, hein, on peut dire. Donc le fait qu'il touche sur un 2+, ça c'est très fort. Force 3, endurance 4. Point de vie 5, attaque 3, commande 8, sauvegarde 5+. Il a pu avoir une 4+, hein, avec sa moto. Hein. Enfin bon, il a déjà des points de vie en plus, mais voilà. Donc, pistolet mitrailleur, on oublie. Fusil sniper jackal, voilà. Donc 36 pouces, lourd de 1, force 4, pas moins de dommages des 3. On peut cibler bien sûr les personnages. Et sur un jet de 6+, vous avez une blessure mortelle en plus. Alors ses capacités, soustrayer un au jet de touche d'attaque qui cible cette unité à la phase de tir. Après, sachant que c'est un personnage, donc il y a peu de chances qu'il se fasse cibler quand même malgré tout si vous avez mis un petit cordon. Ensuite, cible prioritaire repérée, donc ça c'est le petit bonus. Au début de votre phase de tir, choisissez une unité ennemie à 36 pouces ou moins et visible de cette figurine. Et jusqu'à la fin de la phase, on ajoute 1 au jet de touche des attaques des unités qui ciblent cette unité ennemie tant qu'elle se trouve à 6 pouces ou moins de cette figurine ou 12 pouces ou moins s'il s'agit des motards. Donc ça c'est vraiment si vous jouez ambiance motard, parce que on peut imaginer que lui va être dans un coin un petit peu caché. Je suis pas sûr que... je sais pas, alors, enfin, vous voyez, l'idée c'est que s'il est là, et que si sur votre table de jeu, il va aller cibler là-bas, par contre, il faut que les choses qui vont tirer là-bas soient à 6 pouces de lui. C'est un petit peu moyen, parce que je trouve pas que cette faction, elle soit portée vraiment sur le tir à longue portée, plutôt. Donc... ou alors, faut que ça marche avec, je sais pas, peut-être ouais, je sais plus comment il s'appelle, le buggy là, avec son canon laser, peut-être. Je pense que ça peut être ça un peu le petit combo. Mais voilà, bon, toujours est-il que c'est un bonus, on va pas cracher dessus. Hop, on passe à la suite. Donc, acolyte hybride, néophyte hybride, ça on connaît, je vais pas m'attarder dessus. Alors, Brood Brothers, ça c'est simplement des escouades d'Astra Militarum, hein, avec pas de modification quasiment. Voilà, hybride métamorphe, donc ça on connaît aussi. Je préfère m'attarder un petit peu sur les nouveautés plutôt, ou sur des choses qui m'intéressent un peu plus. Donc les aberrantes, voilà, les aberrantes j'aime bien, donc on va y passer un petit peu plus de temps. Alors mouvement 6, c'est 3+, pas mal. C'était 6+, donc autant dire qu'ils tireront pas, mais on s'en fiche un petit peu. Force 5, endurance 4, 2 points de vie, 2 points de vie, 3 points de vie, ça aurait été cool. Attaque 2, commandement 7, sauvegarde à 5+. Alors, on vous en mettait 5, vous pouvez avoir un aberrant hypermorphe qui va booster avec ses attaques et son équipement. Et puis, par tranche, alors chaque aberrant est armé d'une serre perforante et soit d'un marteau énergétique, soit d'une pioche énergétique. Et le hypermorphe est armé d'une serre perforante, d'une queue hypermorphe, et soit d'un marteau énergétique, soit d'une arme lourde improvisée. Alors on va regarder, arme lourde improvisée, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Force x2, force 10 très bien, PA-1, dommage 2, et faites 2 jets de touche pour chaque attaque avec cette arme. Et là tu fais, ah ouais, ok, oui, si, ouais, carrément que ça vaut le coup. Ouais. Parce que du coup, faites 2 jets de touche pour chaque attaque, comme il a 3 attaques, ça vous fait 6 attaques force 10, même s'il touche, enfin il va toucher sur un 3+, c'est quand même plutôt sympathique. Parce que, bon, alors après c'est la PA qui va être un petit peu en dessous par rapport à des choses comme des marteaux ou quoi que ce soit, mais enfin avec le nombre d'attaques, je pense quand même que c'est plutôt sympathique. Donc la queue hypermorphe, donc force utilisateur PA-1, et chaque fois que le porteur combat il peut effectuer une attaque supplémentaire. Bon. Marteau énergétique, la force x2, PA-3, donc là vous dites ouais cool, dommage 3 automatique, ça c'est cool aussi. Par contre, vous avez le -1 au jet de touche. Et comme du coup vous avez que 2 attaques, ça fait 2 attaques à 4+, autant dire qu'on va avoir besoin des petits boosts qu'on a pu voir justement tout à l'heure avec les QG. La pioche énergétique, force utilisateur, donc force 5, PA-2 et dommage D3. Et chaque fois qu'une figurine avec serre perforante effectue une attaque avec cette arme, elle peut effectuer une attaque supplémentaire avec sa serre perforante. Et la serre perforante, force utilisateur, donc force 5, PA-1, dommage 1, bon ça c'est bien évidemment pour la piétaille, et à chaque jet de blessure de 6, vous la résolvez avec une PA de -4. Donc là c'est plutôt carrément bien pour les figurines qu'on bat pour du Space Marine, hein, typique, ou tout ce qui a une bonne sauvegarde mais pas une bonne endurance, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc entre le marteau et la pioche, moi je pense que de base je resterai peut-être sur le marteau en fait. Ça dépend. Après, si vous dites que vous allez affronter plutôt de la masse, évidemment, plutôt de la pioche. Après, si vous avez quand même envie de pouvoir bénéficier de la force, je sais pas, ça dépend sur quoi vous allez tomber. Voilà, peut-être faire une petite unité combinée, c'est pas déconnant. Ensuite, les aptitudes, vigueur bestiale. Quand les dégâts sont infligés à une figurine de cette unité,
réduisez de 1 la caractéristique dégâts. Et heureusement, parce que c'est ça qui va un petit peu les sauver, hein, parce que sinon, avec juste une blessure non sauvegardée qu'à dommage 2, l'aberrante passait. Là, du coup, quand même, ça fait que 1, donc du coup, ça va vous permettre de survivre un petit peu plus longtemps. Et puis, vous avez toujours cette capacité, sur un 5+, votre point de vie n'est pas perdu. Voilà. Les Pure Strange Distillers, ça on connaît, c'est pareil, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais toujours pareil, un 5+ invulnérable, ils peuvent charger après avoir avancé. S'ils sont 10 ou plus, vous ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque. Voilà, continue. Alors là, on arrive sur les nouvelles unités, tout simplement, en élite. Donc on a pas mal de choix. Alors le Clamavus, alors il faut que je vous le remontre. Hop. Voilà, le Clamavus, hein, celui avec ses... Alors, je regarde mon petit doigt, hop, ici. Donc lui, sa capacité, dispositif de brouillage, des unités ennemies placées sur le champ de bataille comme renfort doit être placé à plus de 12 pouces de cette figurine. Donc ça peut créer une petite zone d'interdiction. Après, sachant que de base, elles doivent être à plus de 9 pouces, vous gagnez que 3 pouces, sachant que lui-même n'était peut-être pas en avant. Bon, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. De plus, au début de votre phase de tir, jetez un des 6 pour chaque unité ennemie à 6 pouces ou moins d'au moins un Clamavus de votre unité. Sur 6, l'unité subit une blessure mortelle. Voilà, c'est pareil, c'est le petit bonus. Je suis pas sûr que ce soit encore transcendant. Et déclamateur, ajoutez 1 à la caractéristique de commandement des unités à 6 pouces ou moins d'au moins un Clamavus. De plus, ajoutez 1 au jet d'avance et de charge des unités cultes à 6 pouces ou moins d'au moins un Clamavus. Ça y est, là on a enfin un truc qui peut être intéressant. Autant ce +1 c'est intéressant. Le +1 aussi, enfin ça c'est déclamateur, c'est plus intéressant évidemment que le dispositif de brouillage, mais après on reverra, il y a un petit personnage où il y a la possibilité, enfin il y a des petits combos à réaliser si justement vous avez un Clamavus dans votre armée. Le locus qui est ici, voilà, on remarque hein, qu'il a une petite griffe qui dépasse, hein, ça je pense que tout le monde l'a vu, donc le petit assassin un petit peu comme ça silencieux, donc CC 2+, ça c'est très bien, force 4, voilà, hein, c'est beaucoup mieux évidemment, il a 4 points de vie, 4 attaques, alors il est armé avec sa petite queue, donc une petite attaque à -1 et dommage 1, et la lame de locus, donc là par contre PA -3, et on augmente de 2 la caractéristique dégâts de cette arme si le porteur a fait un mouvement de charge, a été chargé ou a accompli une intervention héroïque. Donc ça veut dire que c'est vraiment un tueur de perso, parce que du coup ça vous fait PA -3, dommage 3. Donc là ça rigole plus, qui touche du 2+, donc c'est quand même plutôt sympathique. Après, garde du corps indéfectible. Donc en gros, pour résumer, vous avez la possibilité, s'il y a un personnage qui est autre, qui a un locus qui est à côté, au lieu de faire le jet de loyauté classique, vous jetez un dé sur un 2+, c'est le locus qui va perdre un point de vie. Et c'est un point de vie, c'est-à-dire que même si vous aviez... peu importe, ça va être juste un point de vie perdu. Donc voilà, il faudra le faire par contre à chaque fois. Mais voilà, c'est quand même plus sûr, entre guillemets, donc vraiment son rôle de garde du corps. Ensuite, il y a le bâton. Soustrayez 1 à la caractéristique de commandement des unités se trouvant à 6 pouces au moins d'au moins un locus ennemi. Okay. Frappe subite. À la phase de charge, cette figurine est à 6 pouces ou moins d'au moins une unité ennemie. Après votre adversaire a terminé tous ses mouvements de charge, elle peut accomplir une intervention héroïque. Cette figurine peut se déplacer de jusqu'à 6 pouces lorsqu'elle a en plus des accomplissement héroïques et peut se déplacer vers le personnage ennemi le plus proche à 6 pouces ou moins au lieu de la figurine ennemie la plus proche. Donc voilà, le tueur de personnage, avec sa sauvegarde invulnérable à 5+, la capacité alors de frapper toujours en premier, bien sûr, hein, comme si d'autres unités l'ont aussi, évidemment, il faudra se partager le bonus. Mais voilà, pour pas très cher, c'est un bon petit perso, justement, il est là bien pour défendre, il a bien ce côté-là. Et après, le Splinter Cell, le Sanctus, là on voit la figurine juste ici, donc lui aussi 2+ et 2+, il n'y a pas beaucoup de figurines hein, qui ont des si belles caractéristiques. Force 3, endurance 3, donc là il va être, vous voyez, un tout petit peu moins fort au corps à corps. Il est équipé de son fusil de sniper, portée 36, lourde 1, force 4, PA-3, dommage 3. Donc bien sûr, vous pouvez cibler les personnages sur un 6+, vous mettez une blessure automatique, et si une unité psycheur perd le moindre point de vie à cause d'une unité de cette arme, il subit les périls du warp, une fois l'attaque résolue. Donc le petit bonus, donc qui est plutôt pas mal. Après, griffe de familier, ça c'est voilà, toujours 2 attaques bonus avec la petite bestiole derrière. Force 4, pas de PA, dommage 1. Et la biodague, donc là, force 1, vous voyez tous pas terrible, mais bon, on verra que ça blesse sur un 2+ automatique. Et PA, enfin sauf les véhicules bien sûr, PA -2 et dommage 2.
Donc voilà, c'est quand même pas mal. Alors, Serac spécial, assassin du culte, cette figurine ne peut jamais avoir de trait de seigneur de guerre. De plus, le stratagème embuscade parfaite coûte 0 point de commandement s'il est utilisé pour affecter cette figurine. Ça c'est bien parce qu'on est vraiment dans le côté thématique, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous avez vraiment cette idée de, bon vous avez des stratagèmes, tout le monde peut le faire, mais si vous le jouez pour lui, parce qu'on l'a pensé comme ça, et bah du coup voilà, vous l'avez gratos, 0 point de commandement, donc autant dire que vous allez l'utiliser. Hein. Alors cape de camouflage, on ajoute 2 de 1 au jet de couvert, et puis le familier, c'est les unités ne reçoivent pas le bénéfice du couvert à leur jet de sauvegarde contre les attaques de cette figurine. Voilà. C'est assez original, c'est assez sympathique. Le Kélémorphe, c'est le pistolero, est-ce qu'on le voit? Voilà, ici, là, celui-ci. Clac. Alors le Kélémorphe, donc il a 3 automatiques libérateurs. Automatique libérateur, donc c'est pistolet 2, force 4, PA-1, dommage 2. Donc c'est sympa, hein, il va faire... enfin, on voit vraiment le petit pistolero qui va tirer beaucoup de fois. Son poignard du culte, bon, chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer une attaque supplémentaire avec cette arme, ça fait 5 petites attaques, sans PA, sans dommage, c'est toujours ça de prix. Et après, bien sûr, pistolet, les pistolets, on peut les utiliser au corps à corps, hein, rappelez-vous, donc ça c'est plus ça l'intérêt. Pistolero, cette figurine peut cibler les personnages ennemis, même s'ils ne sont pas l'unité ennemie la plus proche. De plus, chaque fois que cette figurine touche un ennemi avec une arme de type pistolet, elle peut aussitôt effectuer un jet de touche supplémentaire contre cette cible avec la même arme. Ces jets de touche bonus n'en génèrent pas d'autres à leur tour. Et ils touchent quand même sur un 2+. Donc c'est carrément cool, hein, parce que du coup, certes la PA, enfin la PA-1 c'est quand même pas mal, il n'est pas là non plus pour tout raser, mais en mettant 2 dommages à chaque fois, ça peut quand même piquer. Et puis fait héroïque, si cette figurine tue la moindre figurine ennemie avec ses armes de tir, jusqu'à la fin de la phase, relancez les jets de touche de 1 pour les attaques des unités infanterie culte amies à 6 pouces ou moins de cette figurine. Donc on peut créer aussi une sorte de petite bulle autour de lui, et si on a beaucoup de tirs, et bah, du coup là ça va se rentabiliser pas mal. Il a une invulnérable de 5+, et puis voilà. Alors ensuite, le Nexus qui est ici, celui qui est au-dessus de chez Games, du Warhammer World. Alors le Nexus, bon c'est pas bien sûr pour ses armes qu'on va l'utiliser, c'est pour sa règle spéciale, coordinateur stratégique. Donc une fois cette figurine placée sur le champ de bataille, vous pouvez choisir un de vos pions embuscade sur le champ de bataille et le retirer avant de le replacer n'importe où ou entièrement dans votre zone de déploiement. Donc bien sûr ça veut dire qu'il faut d'abord le déployer lui, parce que vous le faites tous en une phase en fait, hein. C'est dans la même phase de jeu que vous allez utiliser en fait tous vos pions d'embuscade. Donc bien sûr vous utilisez d'abord lui, comme ça il est placé sur le champ de bataille, et puis après vous déplacez vos petits pions. De plus, si votre armée est réglementaire, jetez 1 des 6 chaque fois qu'un joueur dépense un point de commandement pour utiliser un stratagème, tandis qu'au moins un Exos de votre armée est sur le champ de bataille. S'il s'agissait d'un PC que vous dépensiez et qu'il y a au moins un Primus culte à mis sur le champ de bataille, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est ça que je vous dis tout à l'heure, le bonus du Primus, vous ajoutez 1 au résultat. S'il s'agit d'un PC dépensé par votre adversaire et qu'il y a au moins un Clamavus, donc voilà, c'est Clamavus, c'est justement, enfin c'est plutôt sur le Clamavus hein, que je vous en parlais, si lui du coup est présent sur cette table-là, du coup vous ajoutez 1 aussi. Et dans tous les cas, si le résultat est 6+, vous gagnez aussitôt 1 point de commandement. Donc du coup, vous avez cette possibilité d'avoir ces unités un petit peu tricky comme ça que vous mettez derrière, qui vont juste vous donner des petits bonus. Voilà. Et chasse, je pense que c'est un petit bonus si vous reste des points pour gagner les points de commandement et commencer en fait à quel point les points de commandement ça vaut cher en termes de valeur. Du coup l'avoir, et puis avoir aussi peut-être le petit Clamavus, comme ça vous en récupérez un par-ci par-là. Alors vous êtes toujours limité hein, si vous jouez en jeu égal, mais c'est quand même plutôt sympathique. Alors, le Biophagus, lui, qu'on voit ici, en termes de figurine, qui est, comme par hasard, à côté des aberrations. Pourquoi? Parce que il va pouvoir les améliorer. Alors, cette figurine peut améliorer une unité aberrante culte, amie à 1 pouce ou moins à la fin de chacune de vos phases de mouvement. On jette un des 6, et puis on regarde ce qui se passe. Un des 3, pardon. Ah oui, c'est parce que sur un 1, vous jetez un dé, sur un 1, une 1 qui meurt. Bon, voilà, c'est les risques du métier, comme on dira. Et par contre, subtilité, une unité ne peut pas être la cible de cette aptitude qu'une fois par bataille. Enfin, ça veut dire qu'on peut booster une unité qu'une seule fois. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de le jouer là aussi en pack, au milieu des autres, et puis pouvoir donner comme ça son bonus un petit peu à droite à gauche. Donc plus en force, plus en endurance ou plus en attaque. Ça peut quand même en faire des bonnes unités, hein. Le plus en attaque par exemple, c'est vraiment sympathique. Plus en force, c'est cool, mais c'est un petit peu moins puissant. Plus en endurance, c'est assez bien aussi. Mais le plus en attaque, je pense que c'est ce qu'on a envie d'avoir. Et puis, si vraiment c'est ce que vous avez envie d'avoir, vous avez le familier alchimiste qui lui permet de jeter 2 des 3 et de conserver le résultat que vous voulez. Voilà.
Voilà, on va passer, continuer à voir le reste. Alors, l'Achille Ride Runners, donc mouvement 14, c'était 4+, force 5, endurance 5, 8 points de vie, sauvegarde à 4. Alors, il est équipé avec 2 mitrailleuses, donc ça c'est assez classique. Et puis après, sur son toit, vous avez soit le laser minier lourd, 36 pouces, lourd de D3, force 9, PA-3, dommage D6, donc c'est très bien, parce que justement, il faut aussi un petit peu pouvoir traiter les cibles à longue portée avec une bonne force, avec des bons dommages, et le canon laser c'est très bien, là c'est un D3, donc c'est plutôt sympathique. Vous pouvez le remplacer par un lance-missile. Donc là, j'avoue, je vois pas bien l'intérêt. Enfin, hormis les points, enfin, clairement, si je le joue, c'est parce que justement, j'ai envie d'avoir un petit peu un canon laser qui va être mobile, je pense, plutôt qu'un lance-missile. Bon, voilà. Ou alors un mortier lourd. Mortier lourd, 48 pouces, lourd de D6, force 5, PA-1, dommage 1, et pas besoin de voir d'autres cibles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dans ces petites lanceleurs? Donc, si tu fais une équipée d'un lanceleur, jetez un D6. Chaque fois qu'elle perd un point de vie sur 6, le point de vie n'est pas perdu. Et une fois par partie, on peut décider qu'une unité de motard qui fasse une avance fasse un 6 automatique. Voilà. Véhicule éclaireur, au début du premier round de bataille, mais avant d'entamer le premier tour, vous pouvez déplacer cette unité jusqu'à 9 pouces. Et elle doit amener ce moment à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Et si les deux joueurs ont des unités capables de le faire, voilà, vous le faites à tour de rôle. Et du coup, c'est assez sympathique parce que du coup, ça peut vous permettre vraiment de vous mettre. Ça, c'est des unités qui sont là pour être prises de flanc. Une fois que vous avez votre déploiement, c'est ça qui est assez souple avec le Codex Culte Stealer, c'est que vous mettez vos pions, l'adversaire ne sait pas trop où vous êtes et il ne sait pas trop comment réagir. Donc du coup, il n'a pas envie de se faire prendre, je sais pas, son tank en face ou son engin de transport, peu importe. Et vous avez cette possibilité de déployer vraiment la bonne unité contre la bonne cible. Et puis après, ce petit mouvement en plus, vous venez sur le côté. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de petites choses à faire et que ça doit être assez dur de jouer contre un Culte Stealer parce que vous ne savez vraiment pas où va être l'adversaire. Alors ensuite, les jacals. Donc ça, unité de moto, elles sont assez polyvalentes au niveau de l'armement qu'on peut mettre. On peut mettre un lance-flamme lourd. Vous voyez l'incinérateur Atalan, portée 12, lourd de D6, force 5, PA1, dommage 1, avec touche automatique. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Et oui, toutes les... alors par tranche de 4, vous pouvez avoir un Wolf Quad. Le Wolf Quad, c'est le buggy qu'on voit ici, là, le petit quad, qui lui va être équipé avec un laser minier. Donc c'est un canon laser, tout simplement, qui va tirer à 24 pouces sur de 1, force 9, PA3, dommage D6. Voilà. Donc je sais pas comment la jouer cette unité-là. Je pense plutôt, je sais pas s'il faut utiliser. Alors le petit problème, c'est que quand vous achetez cette boîte, vous vous retrouvez automatiquement avec le quad. Le quad est livré dans la boîte. Donc est-ce que vous avez envie à chaque fois d'avoir un quad? Je sais pas. Donc c'est un petit peu dommage au niveau du boitage que ce soit comme ça. Mais bon, voilà. On continue. Donc ça, on va passer très vite parce que c'est du connu et revu. Donc voilà. Le Lehman Ross, Goliath on a déjà vu, escouade d'armes lourdes, le Goliath, la chimère. Alors, la Tectonic Frag Drill. Donc vous avez toutes les règles de terrain de type Mechanicus, très bien. Entrée souterraine. Alors, une fois par tour, à sa phase de mouvement, une unité d'infanterie ou motard avec la petite embuscade peut quitter le champ de bataille si toutes ces figurines sont au niveau du sol et peuvent se déplacer à 1 pouce ou moins de cette figurine. Et dans ce cas, retirez l'unité choisie du champ de bataille et vous pouvez la replacer n'importe où à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie au tour prochain. Voilà. Donc toujours cette capacité du Culte Stealer à vraiment changer de flanc, en fait, faire un flanc refusé et puis au final le reprendre quand même. Bon voilà, ça c'est assez sympathique malgré tout. Ça vous donne encore une possibilité de le faire. Vous l'avez aussi dans les stratagèmes. Là vous pouvez le faire tous les tours. Et puis le petit bonus aussi, c'est que vous pouvez activer le forêt. Donc je vais vous passer assez rapidement, mais s'il y a une unité adverse à côté, il y a le potentiel qu'elle se prenne des touches, des dommages. Par contre, sinon, vous jetez un dé, et si vous arrivez à faire, de 1 à 5, vous avez une secousse sismique, et sur un 6+, vous avez le séisme. Alors, secousse sismique, jusqu'au début de votre prochaine phase de mouvement, soustrayez 2 au jet de charge pour les unités à 12 pouces ou moins de cette figurine. Donc comme il y a des rambardes derrière, on peut imaginer que ça vous fait aussi un spot de tir, hein, si vous voulez pas vous faire charger, pourquoi pas. Si vous avez une équipe d'armes lourdes, par exemple, cela ne s'applique pas aux unités ayant vol, et les effets de plusieurs secousses sismiques ne sont pas cumulatifs. D'accord? Et après, alors j'ai oublié de vous dire que sur ce jet de dés, à chaque fois que vous l'avez fait, vous rajoutez 1 au jet suivant, voilà, pour que le séisme finisse par arriver. Et là, vous tracez une ligne imaginaire de 1 mm d'épaisseur qui traverse en fait le champ de bataille, qui passe par la foreuse, par le point de la foreuse, et chaque unité
qui va être traversée par cette figurine. Vous jetez un D6, alors il faut qu'elle soit au niveau du sol. Sur un 4+, elle va prendre D3 blessures mortelles, et sa caractéristique de mouvement est divisée par 2 jusqu'à sa prochaine phase de mouvement. Donc il faut bien cibler. Bien sûr, on imagine que vous avez le champ de bataille. Suivant où vous êtes, vous allez en général tracer une ligne. Bon, alors si c'est mal engagé, vous allez même être obligé de traverser vos propres unités. Hein, c'est pas marqué les unités ennemies, donc il faut y faire attention. Par contre, vous allez essayer de cibler des unités, les unités adverses. Et du coup, je pense pas que ça va être possible d'en faire vraiment trop, sauf si vous avez vraiment un gros package, où là... Enfin, c'est vrai que si vous avez un adversaire qui a vraiment un gros package, il y a quand même peut-être moyen qu'il flippe un petit peu sa maman, et qu'il soit obligé de jouer un petit peu différemment, rien qu'à cause de ce décor. Donc ça peut être rigolo. Et puis quoi qu'il arrive, vous avez toujours cette capacité-là. Donc je le trouve quand même plus utile que d'autres décors qu'on a pu voir. Voilà. Alors, je vous laisse regarder la liste des équipements du culte. Donc ils se battent aussi contre des Space Marines, évidemment. Voilà, toutes les armes. Vous détaillez un petit peu les armes ici, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Hop. On passe avec une belle image. Avec ouais, tout le pack en fait, hein, des persos que vous pouvez jouer comme ça peut être assez sympathique. Et comme il y a toujours cette règle, hein, vous savez que les personnages peuvent ne pas prendre de touche s'il y a des cultistes à côté. Je pense que vos persos ils ont une bonne durée de vie, hein, même pour le patriarche. Voilà. Clac. Alors, on va arriver aux règles spécifiques. Donc, bien sûr, vous avez toujours la règle d'objectif sécurisé. En règle de jeu égale, vous n'avez pas le droit de jouer plusieurs fois le même personnage au sein d'un détachement. Paire du couvain, ça veut dire que si vous avez un patriarche, aucun autre personnage, Gist, Cult ou Brood Brother ne peut être votre seigneur de guerre. Donc voilà, c'est logique, c'est le papa. Donc ensuite, bien sûr, les credos, ça, on va les voir un petit peu en détail. Et puis, Brood Brother, c'est que vous pouvez, c'est toutes les règles pour pouvoir allier justement les détachements de l'Astra Militarum, sans perdre forcément vos bonus, et ainsi de suite. Alors, les différents cultes. Le culte a 4 bras. Jusqu'à la fin du premier round de bataille, ajoutez 1 au jet d'avance et de charge des unités avec ce credo. À partir du deuxième round de bataille, si une unité avec ce credo de culte est placée sur le champ de bataille, alors jusqu'à la fin de ce tour, ajoutez 1 au jet d'avance et de charge. Donc ça veut dire que voilà, vous allez gagner un petit peu de mobilité. Après, le fait que ce soit juste le premier round de bataille, je trouve pas ça très puissant, donc j'ai envie de dire bof. Vous pouvez relancer les jets de touche des attaques d'armes et mêlées faites par une unité avec ce credo, un tour lors duquel elle a effectué un mouvement de charge, a été chargée ou a accompli une intervention héroïque. Là, tout de suite, c'est les jets de touche avec les armes de mêlée, mais c'est tous les jets de touche, hein, c'est pas juste les 1. Ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant, et surtout, ça va servir tout au long de la bataille. Alors que là, c'est sur le premier, au premier round, gagner 1 pouce, plus un petit pouce si vous avez couru. Ouais, je suis en train de relire pour voir si je m'étais pas planté, mais non, c'est vraiment les gens d'avance. Enfin, je trouve ça vraiment pas terrible. Alors, il y a peut-être un truc que je capte pas. Enfin, ça me paraît tellement pas fort que je suis en train de me dire qu'il y a un truc que je dois pas capter. Donc mettez-le moi en commentaire si y a un truc que j'ai pas capté, mais ouais, je trouve pas ça terrible. Alors ça, tout de suite, bien évidemment, c'est beaucoup plus sympa. Ensuite, le culte de la ruche militant discipliné. Donc si une unité avec ce credo rate un test de morale, divisé par 2 le nombre de figurines qui fuient, arrondi au-dessus. De plus, les unités avec ce credo de culte peuvent tirer, même si elles ont battu en retraite à ce tour, mais doivent alors soustraire 1 à leur jet de touche. Je suis pas ultra fan, vous allez gagner un tout petit peu de figurines, c'est vraiment si vous avez un gros écart et que vous avez pris, enfin pour ça il faut jouer des grosses unités, si vous jouez une unité de 30 et que vous devez en perdre 10, voilà, vous en perdez 6 du coup, enfin non 5, bon c'est pas, ok c'est cool mais ça va pas arriver tous les jours. Donc je pense pas non plus que ce soit le bonus le plus utile, surtout quand il y en a d'autres qui sont plus sympas. Toutes les figurines avec ce credo de culte ont une sauvegarde invulnérable de 6+, déjà rien que ça pour la survivabilité je trouve que c'est plus sympa, et les figurines avec ce credo qui ont déjà une sauvegarde invulnérable l'améliorent de 1. Donc ça veut dire que les Steelers ils ont une 4+, 4+ invulnérable, ça commence à être plus sympa. Il y a tous les persos aussi hein, qui ont une invulnérable à 5+, du coup elle passe à 4+, après au lieu de mourir sur un 4+, ça va être un petit pimpin qui va mourir, ça commence à rajouter vraiment quelque chose qui va avoir un poids tout au long de la partie. Voilà. Et de plus, les figurines d'infanterie avec ce credo ne subissent pas de pénalité à leur jet de touche pour se déplacer et tirer à l'arme lourde. Et ouais, et là, c'est aussi beaucoup plus sympa. Petit, encore une fois, un bonus moi, qui me plaît plus, vous voyez, entre les deux par exemple.
Et ensuite, lorsque vous effectuez un jet de sauvegarde, mais pas un jet de sauvegarde invulnérable, pour une figurine avec ce credo, on ajoute 1 au résultat si l'arme utilisée pour l'attaque a une PA de 0 ou moins 1, ce qui veut dire quasiment toutes les armes anti-infanterie. Et de plus, les figurines de motards avec ce credo ne subissent pas de pénalité à leur jet de touche pour se déplacer et tirer à l'arme lourde. Donc là, tout de suite, on va beaucoup plus avoir envie de jouer le Wolf, je sais pas comment ça s'appelle, enfin le quad avec son canon laser là. Donc là, tout de suite, évidemment, c'est pour les nomades. Donc si vous jouez nomade, vous avez envie de jouer ça, parce que du coup, vous allez avoir une meilleure survivabilité. Les motos, avec leur 4+, ça devient 3+, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Ni avancer et tirer avec des armes d'assaut, voilà, évidemment. Et ensuite, l'hélix altéré, ajouter 1 à la caractéristique de force des figurines, de plus, ajouter 2 au jet d'avance des unités avec ce credo de culte. Vous voyez, ça, je pense que c'est meilleur que ça, non? Ajouter 2 au jet d'avance d'unités avec ce credo, et là, c'est ajouter 1 au jet d'avance et de charge. Ouais, à partir du deuxième round, si une unité avec ce credo est placée sur le champ de bataille, là, jusqu'à la fin du tour. Enfin, c'est... Ouais, alors, c'est un truc que j'ai pas compris. Genre, je vais revenir une troisième fois dessus, mais ça me paraît tellement pas fort. Alors, jusqu'à la fin du premier round de bataille. C'est ça, en fait, le truc jusqu'à la fin. Ajouter 1 au jet d'avance et de charge. Ouais, alors que là, c'est 2 à l'avant. Enfin bon, peu importe. Vous l'aurez compris, je pense que si vous voulez jouer aberrant avec du close, ça c'est très très fort. Si vous voulez jouer moto, voilà, vous avez celle-ci. Si vous ne savez pas trop quoi jouer, ça me paraît pas mal. Ou ça, ouais, donc, ou aussi en fonction après de ce qu'on va voir après. Mais quoi qu'il arrive, l'empereur a 4 bras mais pas de chocolat. Après, on va passer donc aux stratagèmes. Donc les stratagèmes, comme d'habitude, j'en sélectionne quelques-uns. Déjà, il y a but clandestin pour 1 point de commandement. Utilisez le stratagème avant la bataille. Si votre armée est menée par le seigneur de guerre Genesee leur culte et que la mission utilise des objectifs tactiques pour la durée de la bataille, gardez vos objectifs tactiques secrets. Ne les révélez à l'adversaire que lorsqu'ils sont accomplis. Ça, c'est pas mal parce que je trouve que c'est bien dans la thématique justement du culte stealer qui va être un petit peu l'armée où on sait pas trop où ils sont déployés, on sait pas trop ce qu'ils vont avoir à faire. Donc c'est bien dans la thématique et puis ça peut être sympa justement d'empêcher l'adversaire s'il y a des points s'il y a des points d'objectif justement à capturer, donc il ne va pas savoir lequel vous voulez forcément, donc ça me paraît un truc un petit peu sympa. Après vous avez aussi Rôde dans les ombres, ce stratagème au début de la phase de tir adverse, choisissez une unité d'infanterie de Genesee leur culte, entièrement sûr dans un élément de terrain, jusqu'à la fin de la phase, les figurines ennemies ne peuvent tirer cette unité que si c'est l'unité ennemie visible la plus proche. Ça peut être sympa si justement vous voulez vraiment qu'une unité qui est un petit peu mise en avant soit protégée, parce que ça va être très important pour la phase de corps à corps suivante, par exemple, elle puisse arriver au contact. C'est vraiment une unité dans laquelle vous avez mis beaucoup de choses, et du coup, dès que vous avez un petit cordon un petit peu devant, l'adversaire va vraiment être obligé de consommer tous ses tirs sur le cordon avant de pouvoir attaquer votre unité. Donc ça me paraît un petit truc un petit peu sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le petit réduit en fumée. Ça, c'est ici un véhicule avec une cache de charge de démolition qui explose. Vous jetez pas de dés et il explose automatiquement. Ça peut créer un petit peu la surprise. Après, vous avez premier fléau. Utilisez ce stratagème avant la bataille, choisissez une unité Puritan Genesee Stealer de votre armée et jetez un des 6 pour voir ce qui s'applique. Sur 1 de chaque jet de blessure de 6+ à la phase de combat pour les figurines, cette unité inflige un dégât additionnel. Sur 3-4, vous avez 1 en plus au jet d'avance et de charge, et sur un 5-6, vous perdez l'aptitude vif et mortelle, mais à la caractéristique de sauvegarde passe à 4+. Voilà, ça c'est un petit truc sympa si vous voulez jouer sur les Genesee Stealer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a pas mal? Alors, embuscade parfaite, ça coûte 3 points de commandement, c'est assez cher. Par contre, utilisez ce stratagème à la phase de mouvement, juste après avoir placé une unité d'infanterie ou de motard de votre armée qui a l'aptitude embuscade. Cette unité peut soit se déplacer de D6 pouces, ce qui peut être pas mal mais qui n'est pas le truc fou, soit tirer avec toutes ses armes de tir comme à votre phase de tir. Elle pourra retirer pendant sa phase de tir. Donc voilà, ça c'est si vous avez une bonne unité qui va faire pas mal de dommages au tir, ça me paraît un petit peu sympathique. Je vous en parlais tout à l'heure, retour dans les ombres pour 1 point de commandement. Donc on utilise ce stratagème à la fin de la phase de mouvement, choisissez une unité qui a plus de 3 pouces des unités ennemies, et vous pouvez la retirer du champ de bataille, et elle reviendra n'importe où à 9 pouces. Donc on a vraiment toujours cette possibilité avec le culte stealer de faire vraiment beaucoup de mouvements, se redéplacer, donc voilà, plutôt sympathique. Alors ça c'est ceux qui sont bien sûr réservés
un clan en particulier. Si on peut regarder celui hélice altérée ici, utilisez ce stratagème à la fin de la phase de combat. Choisissez une unité aberrante hélice altérée de votre armée. Cette unité peut aussitôt combattre à nouveau. De plus, jusqu'à la fin du tour, soustrayez 1 à la caractéristique de commandement des unités ennemies tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de cette unité. Donc là, on sent qu'on est vraiment dans le combat corps à corps. Après, vous avez aussi celui-ci là pour l'empereur à 4 bras. Utilisez ce stratagème juste après que l'adversaire a dépensé des points de commandement. Donc vous jetez un dé. Sur 1, le stratagème est résolu normalement. Sur 2, 5, les points de commandement de votre adversaire lui sont restitués, mais le stratagème n'est pas résolu et ne peut pas être retenté. Et sur 6, il a perdu en plus ses points de commandement. Donc ça peut être assez sympa. Ça peut être vraiment le contre, comme à d'autres jeux, où du coup, voilà, l'adversaire, s'il compte vraiment sur un stratagème, vous pouvez jouer exprès, justement, l'empereur à 4 dieux, et puis garder vos points en disant, bah tiens, je sais que si tu vas l'appliquer, voilà, donc l'adversaire, il va peut-être du coup y réfléchir à 2 fois, et même pas prendre le risque de le dépenser, et si vous arrivez déjà à le contrer comme ça, c'est déjà super fort. Alors, ensuite, ça, c'est les disciplines psychiques. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'hypnose, donc une valeur de charge de 7. S'il est manifesté, on choisit une unité à 18 pouces ou moins, et visible. Jusqu'au début de votre prochaine phase, la cible ne peut pas tirer une alerte, combat en dernier à la phase de combat, même si elle a chargé, et doit soustraire 1 à ses jets de touche. Donc là, voilà, si vraiment vous avez une Death Star ou quelque chose comme ça, il y a vraiment moyen de complètement diminuer toutes ses capacités. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Après, contrôle nerveux, ça aussi, ça peut être très très bien. Donc, valeur de charge de 7. S'il est manifesté, on choisit une figurine ennemie à 12 pouces. C'est assez proche, mais en même temps, c'est très fort. Ou moins du piqueur, et on jette 3d6. Si le résultat est inférieur à la caractéristique commandement de la figurine, rien ne se passe. Mais s'il est supérieur ou égal, cette figurine peut immédiatement tirer sur une autre unité ennemie de votre choix ou effectuer une seule attaque de corps à corps contre elle, comme si elle faisait partie de votre armée. Les figurines ne peuvent pas s'attaquer elles-mêmes, mais peuvent attaquer d'autres membres de leur unité. Donc il y a quand même moyen de faire des petites blagues tous les tours, donc c'est quand même plutôt sympathique. Ensuite, rafale psionique, a une valeur de charge de 5. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins, et visible du psycheur, on jette 2d6. Si le résultat est inférieur à la plus haute caractéristique de commandement, cette unité subit une blessure mortelle, sinon elle subit D3 blessures mortelles, voilà. C'est du très classique. L'agression mentale, donc charge de 6. On choisit une figurine ennemie à 18 pouces ou moins du psycheur. Chaque joueur joue alors un D6. Et vous additionnez votre valeur de commandement. Si votre résultat est le plus élevé, pas égal, le plus élevé, la figurine ennemie subit une blessure mortelle et vous allez continuer à répéter ce processus jusqu'à ce que l'adversaire gagne ou jusqu'à ce que la figurine soit morte. Voilà, une sorte d'attaque mentale, enfin agression mentale, voilà, c'est le nom. Stimulus psychique a une valeur de charge de warp de 6. S'il est manifesté, choisissez une unité de Genestealer Cult mis à 18 pouces ou moins du psycheur. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, cette unité peut charger même si elle a avancé et combat toujours en premier à la phase de combat, même sans avoir chargé. Si votre adversaire a des unités qui ont le même rôle, enfin la même capacité, etc., vous le faites chacun votre tour. Voilà. Force occulte a une valeur de charge warp de 7. S'il est manifesté, on choisit une unité de Genestealer Cult, infanterie ou motard, mis à 18 pouces ou moins. On ajoute 1 aux caractéristiques de force et d'attaque de toutes les figurines de cette unité. Ça, c'est très très bien. Encore une fois, il y a vraiment moyen de faire des super monstres en fait, parce qu'on peut leur donner des puissants en force ici, des puissants en force ailleurs, des plus une attaque avec un perso. Il y a vraiment moyen de faire du up comme ça sur des unités et d'avoir des unités super fortes. Donc ça, c'est un plan de jeu moi, qui me plaît bien. Alors, les traits de seigneur de guerre, on va encore les détailler tous ici. Donc, on a les unités culte, infanterie et motard amis peuvent accomplir une intervention héroïque si elles sont à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre. Bon, ok. Soustrayez 1 au jet de touche des attaques qui ciblent votre seigneur de guerre. Bon, heureusement, ça marche au corps à corps, hein, c'est plutôt fait pour le corps à corps, parce que sinon votre seigneur de guerre en général ne va pas se faire cibler. Adaptation biomorphique, on ajoute 1 aux caractéristiques de force, d'attaque et de votre seigneur de guerre. Ça, c'est carrément pas mal. Hein. Ensuite, résumé de 1, les dégâts infligés à votre seigneur de guerre, jusqu'à un minimum de 1. Ainsi, si votre seigneur de guerre rate un jet de sauvegarde qui inflige 3 dégâts, il perd que 2 points de vie. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu, c'est la règle qui est un petit peu classique. Ça, on peut le jouer typiquement sur une aberrante. Ça peut se cumuler. Donc du coup, si vous prenez D3 dommages, vous allez en prendre qu'un seul. C'est pas mal. Ensuite, ajoutez 3 à la portée des aptitudes d'aura de votre seigneur de guerre. Donc ça, c'est vraiment des cas très particuliers. Et vitesse naturelle, votre seigneur de guerre combat toujours en premier à la phase de combat, même sans avoir chargé. Si l'ennemi a des unités qui vont charger ou qui ont une aptitude similaire, voilà, vous le faites à tour de rôle. Et vous ne pouvez pas choisir ce trait pour un locus. Et puis voilà. Donc du coup, si vous ne savez pas quoi choisir, adaptation biomorphique, c'est très bien. Voilà.
Ensuite, là, est-ce qu'il y a des choses vraiment sympathiques? Ça va dépendre de ce que vous jouez, évidemment. Donc je vous laisse la page, comme ça vous pouvez lire. Et puis on va passer. Clac. Alors, sur les reliques sacrées, c'est pareil comme d'habitude, moi je fais mon petit marché, je choisis ce qui me plaît. Si vous voulez jouer sur les icônes, vous avez bien sûr cette icône-là. Donc ajoutez 1 la caractéristique de force des unités infanterie et motard, tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins du porteur. Donc vous voyez, encore un petit truc qui peut rajouter de la force. J'ai pas calculé vraiment tout ce qu'on peut mixer, mais je pense qu'on peut faire du plus 3 de force, plus 2 d'attaque, enfin des choses comme ça, c'est plutôt sympathique. Après, un petit bonus qui me paraît sympa aussi, c'est le fléau des astres lointains. Donc on ajoute 1 au jet de touche des attaques des armes de mêlée du porteur. Bon, c'est pas ultime parce que souvent vous avez du 2+, donc ça va pas être forcément très important. Sauf si vous frappez par exemple avec du gros marteau qui peut vous embêter un petit peu, mais bon, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de plus, chaque fois qu'une figurine ennemie cible le porteur avec une arme de mêlée et que l'adversaire obtient un jet de touche non modifié de 1, l'unité de l'attaquant subit une blessure mortelle. Et ça, c'est pas mal parce que si justement vous êtes au milieu en fait d'une unité adverse, il y a toujours moyen que l'adversaire il va jeter je sais pas 20 attaques, sur ces 20 attaques il va perdre 3-4 figurines, et ça c'est quand même plutôt cool. Après, il y a quand même pas mal d'armes évidemment, donc les armes c'est toujours mieux que les armes de base. Celle-ci aussi elle est pas mal, vous voyez, épée de l'empereur à 4 bras, PA-3, dommage 1, et puis chaque fois que vous combattez, vous pouvez faire 4 attaques supplémentaires avec cette arme. C'est toujours sympathique, surtout avec la PA de -3. Et puis je continue avec l'hélice altérée, donc figurine d'hélice altérée seulement, augmenter de 1 les caractéristiques d'attaque, d'endurance et de points de vie du porteur. Là, on est typiquement dans l'esprit de l'armée, et vous voyez, encore une fois, on augmente les bonus. Je pense qu'on peut vraiment upper un perso comme ça, vraiment à fond. Donc les valeurs en points, je vous laisse les regarder. Voilà, pas de commentaires sur les points. C'est déjà fait ailleurs, on n'est pas là pour ça. Hop. Et puis les objectifs tactiques ici. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire une vidéo assez rapide pour que vous ayez une bonne présentation globale de tout ce que vous pouvez trouver dans le codex Genestealer Cult. Ainsi, comme ça, vous pouvez voir si c'est une armée qui peut vous intéresser ou pas avant de plonger un petit peu dedans. Après, je pense que c'est assez intéressant si vous voulez faire de la conversion, parce que, je vous le dis maintenant si vous ne regardez pas la vidéo sur le fluff, mais il y a possibilité, on vous donne la piste fluffique de pouvoir faire des armées croûte, Tau, Orc, même Eldar, avec justement du culte stealer. Donc vous pouvez tout à fait faire un culte stealer Eldar, c'est possible, ça existe, c'est très rare, mais on s'en fiche, hein, vous faites ce que vous voulez chez vous, à partir du moment où vous avez ouvert la voie de la porte fluffique, vous vous engouffrez dedans, et puis vous faites des orques stealers, ça peut être assez sympathique, hein. J'ai vu ça une fois, donc voilà, faites-vous plaisir avant tout, et puis j'espère que cette vidéo rapide vous a plu. Vous étiez pas mal à me demander justement de refaire un petit peu des previews codex comme ça à ma sauce, donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Je vais essayer cette fois-ci, alors j'ai quasiment fini de lire le fluff, hein, parce que j'ai commencé par ça, j'étais gourmand, donc je pense que je vais vraiment pouvoir vous faire rapidement les vidéos fluff cette fois-ci, contrairement à ce que je vous dis parfois. Et puis voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo, pensez à liker, vous abonner, merci à tous ceux qui me soutiennent, et puis à bientôt.